Bonjour et bienvenue sur Objectif Client, le podcast qui part à la rencontre des directeurs juridiques, présidents, entrepreneurs travaillant en étroite collaboration avec les avocats. L'objectif, en apprendre plus sur leur parcours, comprendre leurs besoins et problématiques, mais surtout comment ils travaillent avec les avocats. Aujourd'hui, nous sommes avec Claire Torgman. Anciennement avocate, Claire a quitté sa première collaboration pour rejoindre RTE en tant que conseillère du président du directoire jusqu'à devenir secrétaire du conseil de surveillance. Aujourd'hui et depuis bientôt 1 an, elle a rejoint le groupe Barrière. Le groupe Barrière, c'est 34 casinos, 17 hôtels de luxe, dont le Phuket et l'Hermitage, 120 restaurants et bars, 15 spas, 3 golfs et 1 million de coupes de champagne servies à l'année. Mais Claire nous parle surtout d'un groupe humain, rempli d'opportunités, qui a à cœur de faire plaisir, à l'instar des personnes qui le composent. Dans cet épisode d'Objectif Client, Claire nous explique que la gestion et le développement du groupe Barrière, c'est répondre à une grande diversité de problématiques juridiques. Corporate, gouvernance, droit immobilier, droit public, droit des contrats, M&A, droit des jeux, de l'environnement, propriété intellectuelle, droit social et j'en passe. Pour cela, Claire manage quotidiennement une équipe de 4 personnes et se fait accompagner par une pluralité de cabinets d'avocats. Avant de vous laisser avec Claire, je vous présente le sponsor de cet épisode, Neria, le cabinet de recrutement spécialisé pour les avocats. Je vous laisse 20 secondes avec Eva, la personne que vous devez contacter pour vous soutenir pour vos recrutements. Je m'appelle Eva, je suis la fondatrice de la société Neria. J'accompagne les avocats dans la recherche du poste qui correspond à leurs critères. Donc que vous soyez une entreprise ou un cabinet d'avocats à la recherche du collaborateur idéal, n'hésitez pas à prendre contact avec moi afin de vous présenter des candidats adaptés à vos besoins. Vous retrouverez mon contact dans les ressources du podcast. Belle écoute à vous. Bonjour Claire. Bonjour Louis. Alors, je vous présente rapidement. Bienvenue déjà sur le podcast d'Anomia. Merci beaucoup. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie qui accompagne les avocats dans leur développement commercial. Ouais. Notre objectif, c'est de les accompagner dans leur business, dans leur développement, dans leur activité. Et on fait aussi du conseil pour les cabinets. Je vous présente rapidement, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est de vous. Claire, tu étais anciennement avocate, après quelques stages dans des grands cabinets d'avocats comme Clifford Chance, Ebersmith Freehill, en droit de la concurrence et des concentrations. Tu rejoins le cabinet DS Avocats pour ta première collaboration qui va durer environ 2 ans et demi. Ensuite, tu décides de quitter la profession, si je comprends bien, pour rejoindre RTE, les réseaux de transport d'électricité, en tant que conseillère du président du directoire, où tu vas rester 7 ans, jusqu'à devenir secrétaire du conseil de surveillance. Et aujourd'hui, tu es directrice juridique et assurance du groupe Barrière, le leader français des casinos, donc une référence dans tout ce qui est hôtellerie de luxe, etc. L'idée, c'est que tu nous racontes un peu tout ça, que tu nous en dises plus sur ton parcours, sur le cheminement, comment tu en es arrivé là. Et donc, je te laisse la parole, je te laisse te présenter. D'accord. Et puis ensuite, on verra de quoi on parle exactement. Très bien. Donc non, pour présenter brièvement mon parcours, je pense que tu l'as déjà pas mal résumé. Moi, mon objectif au départ, c'était d'être médecin, donc rien à voir. Et puis finalement, j'ai reculé au dernier moment. Je me suis dit, oh mais non, je vais pas répéter le schéma familial, etc. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais être plutôt le médecin des entreprises. Je vais rester sur un truc plus cartésien. Et donc, je me suis dit, je vais être expert comptable. Voilà. Et donc, je m'inscris pour ça en fac d'économie. Et puis, j'entends parler, donc à Assas à l'époque, et puis j'entends parler d'une formation qui à l'époque était toute nouvelle, qui s'appelait c'était un BDUG à l'époque, droit et économie. À Paris 1, je me suis dit, tiens, c'est pas stupide de faire un peu de droit si on veut être un bon expert comptable. Et donc, je me suis présentée pour cette filière, qui était une filière sélective de la fac. Et puis, finalement, la veille de la rentrée, j'apprends que je suis retenue dans cette filière. Et donc, me voilà embarquée dans le BDUG droit économie Paris 1. J'ai poursuivi donc les 2 ans, et puis à l'issue des 2 ans, il fallait choisir, tiens, est-ce que je pars en comptabilité ou est-ce que je reste dans la filière, et finalement j'aimais beaucoup le droit. Donc je suis restée en droit, j'ai fait la double licence, et puis après la double maîtrise, droit des affaires et économie, où j'ai eu l'occasion d'étudier plein de matières très très sympas. Donc il y a le droit appliqué à l'économie, mais il y a aussi l'économie appliquée au droit. Donc ça, c'est des matières un peu plus novatrices et un peu marrantes dans leur approche. Et puis voilà, et donc à la jonction des deux, il y a forcément la régulation économique, il y a le droit de la concurrence, et là, je participe à un forum de Paris 1 sur les Master 2, et je rencontre quelqu'un qui me dit, écoute, si tu veux faire du droit de la concurrence, la meilleure voie, c'est que tu fasses le Master 2 de droit européen. Et donc voilà, et donc je me présente à ce Master 2, j'ai été retenue, et donc j'ai fait
le Master 2 de Dominique Berlin, à l'époque à Paris 1, qui était, je pense, l'année la plus éprouvante de ma vie en termes de travail. Double maîtrise, c'était déjà pas facile, mais alors là, le Master 2, c'était vraiment incroyable. Ensuite, je me dis, bon, je vais pas me lancer tout de suite, ce serait bien quand même de pouvoir montrer que je peux travailler en anglais. Et donc, je suis partie faire un LLM à Londres, à Queen Mary University, pendant 1 an. Et puis, en rentrant, je prépare donc l'examen d'entrée au CRFPA de Paris, que je décroche. Et donc, je fais mes 2 ans à l'EFB, comme tout le monde. Là, je passe par des stages absolument magnifiques, parce que c'est ça que permet de faire l'EFB aussi, c'est que du coup, on a un tampon pour des stages dans des beaux cabinets anglo-saxons. Donc, j'étais dans un cabinet qui s'appelle Harry, qui n'existe plus. J'ai été chez Clifford, et puis j'ai fait aussi un stage merveilleux à la Cour d'appel de Paris. Voilà, donc ça, c'est un stage que je recommande si vous avez de jeunes auditeurs. Les stages en juridiction, c'est vraiment extrêmement formateur. Donc, à la Cour de Paris, j'ai été à la Chambre bancaire et j'ai été à la Chambre de la régulation économique, donc celle qui s'occupe notamment de la concurrence. Et ça a été un des... Et pourquoi, du coup ? Pourquoi j'ai été là-bas ? Pourquoi ça a été formateur ? Pourquoi c'était formateur ? Parce que dans la vie d'un juriste, alors on peut aller en entreprise, on peut aller en cabinet, on peut aller en organisation, mais on ne peut pas aller en juridiction si on n'a pas fait l'ENM. Et donc là, ce qui est génial, c'est que les magistrats vous prennent sous leur aile. Les magistrats ont besoin fou de travailler avec vous, parce que les magistrats ont très peu de moyens. C'est vraiment ahurissant de se rendre compte de ça. En tant qu'étudiant, on est plus doté en base juridique que même des magistrats. Et donc ils avaient besoin de nous, ils étaient très contents de nous avoir, et ça permet aussi de d'abord vivre la vie du palais de justice. À l'époque, en plus, on était au palais de justice à l'île de la Cité. On vit cette vie du palais avec eux, et puis on est de l'autre côté de la barre. C'est-à-dire que là, on était assis à côté d'eux en tant qu'élève avocat, on avait prêté un petit serment de confidentialité. On était assis derrière le banc avec eux, et donc on voyait les avocats plaider. Et ça... exactement, on en voit des bons, on en voit des beaucoup moins bons, et du coup ça désacralise un petit peu la plaidoirie, et je pense que c'est vraiment un exercice intéressant, parce que du coup après on a moins peur d'y aller, tout simplement, et puis le fait de connaître la vie de palais, les arcanes, où vont les magistrats pour boire un coup, comment se présentent les avocats en termes de posture aussi, je trouve qu'après c'est très rassurant, et ça donne envie de continuer aussi dans la vie du palais. Voilà, donc une fois que j'ai terminé toute cette belle période de formation, du coup, j'étais partie pour faire vraiment du droit de la concurrence pur et dur, mais ce passage au palais m'avait donné envie de plaider. Vraiment, c'est un truc que j'ai découvert, je ne pensais jamais que je serais capable de faire une chose pareille. Et donc, j'ai voulu plutôt aller vers un cabinet où j'avais l'opportunité de le faire, et c'est ce que me permettait de faire DS Avocat, donc qui a été ma première collaboration dans l'équipe concurrence distribution contentieux. Et donc là, j'ai pu vraiment faire une multitude de choses. J'ai pu plaider des dossiers pour le cabinet. J'ai pu, parce que DS joue le jeu de la collaboration libérale, j'ai pu aussi avoir des clients perso et donc me libérer quand il fallait pour traiter ces clients-là. Une multitude de dossiers, énormément de contrats de distribution, notamment des franchises, des choses de ce type-là, du contentieux de rupture brutale aussi, de relations commerciales. Voilà, et puis au bout de 2 ans et demi, j'avais fait déjà beaucoup de choses, très générales pour le cabinet, un petit peu pour moi aussi, et j'ai eu envie de me recentrer un peu sur un domaine d'expertise particulier, et donc de revenir à mes premières amours. Et là, j'ai eu le choix. J'ai eu le choix entre soit rester dans le milieu des avocats, et j'avais une proposition de collaboration dans un cabinet très pointu, très renommé, mais vraiment en droit de la distribution, c'était extrêmement intéressant de mon point de vue, ou alors partir chez RTE. RTE, donc là, ça m'intéressait parce que c'était la régulation économique, un régulateur de l'énergie qui se met là-dedans, dans un monopole. Et là, RTE, finalement, j'ai choisi cette voie parce que je me suis dit, tiens, on me propose un poste qui est moitié juridique, moitié président du directoire. Qu'est-ce que c'est que cet ovni ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et puis je me disais, avocat, tu pourras toujours y revenir de toute façon. Et donc je me suis dit, allez, cette opportunité ne se présentera pas 2 fois. Et donc j'y suis allée. C'était des opportunités que tu as eues C'était des postes ouverts, etc. ou des personnes qui sont venues chercher Non, à l'époque, c'est moi qui suis allée chercher cette collaboration et ce poste chez RTE. Et donc, une fois arrivée chez RTE, donc là, un nouveau monde, le monde de l'entreprise, très différent, beaucoup plus lent et en même temps extrêmement exigeant, très très exigeant, une entreprise d'ingénieurs, donc avec vraiment des
une compréhension très fine de beaucoup de choses, et donc il y avait un exercice de pédagogie même pour le droit à faire. On ne se contentait pas d'une réponse approximative ou à peu près. Et moi surtout, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que j'ai fait des fonctions qui n'étaient pas que juridiques. Voilà, donc première fonction en cabinet où vraiment ça permet d'avoir à la fois de l'influence et en même temps une appréhension incroyable de ce qu'est cette entreprise en particulier, la participation à des circuits de permanence de crise sur l'approvisionnement d'électricité. Donc aujourd'hui on en parle beaucoup, hein, mais à l'époque, il y a moins de problèmes, donc on en parlait moins. Mais ça existe, ça existe. Donc j'ai fait ces fonctions-là, et puis au bout de... J'ai dû y passer en tout 3 ans, à la fois aussi au juridique, hein, sur les marchés de l'électricité. On m'a proposé de rejoindre l'équipe RH. Voilà, donc là je suis partie complètement du droit et j'ai fait un projet de réforme du temps de travail dans une équipe qui s'occupait des relations sociales. Pareil, avec beaucoup d'enjeux d'un point de vue syndical, puisque c'est une ancienne boîte vraiment publique. Donc là aussi, extrêmement riche, un nouveau monde, et donc aussi une façon de présenter les choses. On sort du droit, mais donc on se rend compte qu'on a quand même des compétences et qu'on peut faire autre chose que du droit, et ça c'est aussi très rassurant. Et puis ensuite j'ai eu un premier congé maternité, et là je me suis dit c'est bien, là aussi j'ai vu beaucoup de choses, j'ai vu la boîte sous différents angles, et je sentais qu'il y avait un besoin de trouver du monde en gouvernance, une équipe de gouvernance d'entreprise chez RTE, gouvernance très particulière à beaucoup d'égards. Et donc moi j'avais déjà trempé un petit peu là-dedans dans mon premier poste au cabinet, et donc je me suis présentée pour y aller, et donc je suis repartie à la direction juridique. Et puis à la faveur du départ de mon manager, je suis devenue chef de pôle dans cette direction, donc j'étais vraiment en charge de tout le droit des sociétés, toute la gouvernance, et puis ensuite secrétaire du conseil de surveillance, donc là aussi un poste extrêmement honorifique qui permet en plus de travailler en proximité avec le président du directoire, président du conseil. Donc, tu faisais quand même pas mal de juridique quand même dans ce cadre-là. Ah oui, énormément. Mais il y avait aussi une autre dimension. Un aspect relationnel et vraiment en gouvernance. Donc c'est la gestion de relations très, très sensibles, des enjeux de pouvoir, et se dire là-dedans, moi je suis une courroie de transmission qui va faire en sorte que ça se passe bien. Voilà. Et donc là, RTE, donc ça a duré jusqu'en début 2022. Et puis là, début 2022, j'ai rencontré une chasseuse de tête, une recruteuse, qui était une amie d'amis, pour discuter un peu, faire le point, me dire finalement, après 8 ans où j'ai fait du droit mais pas que, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Et un concours de circonstances fait qu'un poste venait de se libérer à la direction juridique du groupe Barrière. Et que la recruteuse s'est dit tiens, ça pourrait le faire. Moi c'est vrai que quand j'ai entendu le groupe Barrière, j'étais très très contente. C'est un groupe que je connais depuis toujours, pour avoir passé des vacances dans des stations balnéaires où ils sont très présents, et donc les entretiens se sont passés et j'ai été ravie d'être recrutée comme directrice juridique et assurance du groupe Barrière. Et avant de rentrer dans le côté de ce que tu fais dans le groupe Barrière, est-ce que là aujourd'hui tu as l'impression d'avoir imaginons que tu revenais dans la profession d'avocat, etc., est-ce que tu as l'impression tu pourrais facilement revenir, tu aurais l'impression justement d'avoir appris beaucoup plus de choses, ou d'avoir juste une autre vision et avoir des choses à proposer? Alors, il y aurait des choses à proposer, mais je ne sais pas s'il y aurait une demande pour ce que j'ai à proposer côté avocat. Le problème dans ces cas-là, c'est qu'on arrive avec pas de clientèle, parce qu'au final, moi, j'ai toujours travaillé pour les mêmes personnes, du coup, subordination oblige. Et puis, j'ai acquis des compétences qui sont beaucoup de l'ordre relationnel, mettre en lien des aspects juridiques qui sont pas spécifiques, qui sont vraiment très macro, et je ne sais pas aujourd'hui si c'est ce qu'on pourrait rechercher chez les avocats. Voilà, mais j'avais constaté que des cabinets s'étaient développés dans le domaine très particulier de la gouvernance d'entreprise. C'est extrêmement rare. Je crois qu'il y a 3-4 cabinets sur la place, pas plus, qui le font. Certains disent qu'ils le font, mais en fait c'est pas vrai. Ils font du droit des sociétés, du corporate. Et typiquement un jour, s'il y avait une demande là-dessus, gouvernance d'entreprise, là je pense que je pourrais avoir une vraie valeur ajoutée, mais je pense que ça s'arrête là. Je te laisse nous présenter un peu le groupe Barrière pour ceux qui ne connaissent pas. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, de visu quoi. Mais... Beaucoup de monde connaît, mais peut-être pas tout le monde. Donc le groupe Barrière, c'est une entreprise magnifique qui est active sur le secteur de l'hôtellerie de luxe, de la restauration et des casinos. Donc aujourd'hui, casinos physiques.
parce que le casino en ligne n'est pas autorisé aujourd'hui en France. C'est une société qui a un actionnariat 100% français, 100% familial, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Une entreprise qui a plus de 100 ans d'histoire, parce que Barrière a fêté ses 110 ans l'année dernière, et on entame la 11e année avec grand plaisir. Une entreprise qui aujourd'hui est essentiellement présente en France, donc on connaît beaucoup, je pense, les grands resorts que sont Deauville-Trouville, La Baule, Cannes. C'est une société à part, mais c'est sous la marque Barrière, Dinard, Biarritz, et puis maintenant Courchevel, et puis aussi Paris. Mais c'est une société aussi qui se développe en ce moment à l'international. On vient d'ouvrir un hôtel Fouquet's à New York. On a le Fouquet's déjà à Abu Dhabi et puis bientôt celui de Dubaï qui va ouvrir au mois de mars. Voilà, donc c'est une société qui se développe. Il y a énormément de projets maintenant à l'international. Et puis pour les casinos, on avait aussi déjà des casinos, notamment en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ah ouais. Voilà. Et donc le groupe Barrière, ça représente quand même 5500 collaborateurs qui sont essentiellement dans l'établissement. Au siège, on n'est que 170, 175. Et puis après, on a aussi décidé de ne pas externaliser la paye et la comptabilité, ce qui fait qu'il y a 90 personnes à peu près qui s'occupent de ça et qui sont rassemblées dans un GIE du groupe. Voilà. C'est pas les filiales qui s'occupent, c'est toujours vous qui gérez. Ouais. Top. Et donc toi, tu es dans le département juridique. Alors on a parlé un petit peu en amont. Ouais. Tu nous as dit que vous aviez un petit département juridique. Absolument. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça fonctionne, comment vous y prenez? Oui, bien sûr. Donc la direction juridique aujourd'hui, c'est une équipe de 4 personnes qui appartient à une direction plus grande qui s'appelle la direction générale des métiers supports, qui est conduite par Philippe Perrault aujourd'hui, qui est par ailleurs directeur financier du groupe. Et donc le positionnement de la DJ dans cette direction métiers supports, c'est pas anodin. C'est aussi une façon de rappeler qu'une entreprise aujourd'hui, elle peut se passer d'une direction juridique si elle veut. Et que donc si on est là, c'est bien pour être au support des gens qui, eux, sont au front avec les clients. Donc nous, on est là vraiment pour assister les établissements, pour les aider, pour les guider, pour encadrer leurs pratiques à leur service, ce qui n'obère rien du fait que la DJ reste une fonction stratégique puisqu'on a beaucoup de fonctions au siège. Et c'était important de positionner en tant que métier support. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la DJ, elle touche, de par l'activité du groupe Barrière, à tous les pans du droit des affaires. Il n'y a rien qui lui échappe. Donc on a beaucoup de droits des sociétés naturellement, puisqu'on est structuré en groupe avec plein de filiales, à peu près 75 filiales et participations. Société, corporate, gouvernance. On a pas mal de droits immobiliers, forcément. On occupe des locaux physiquement. On est par ailleurs propriétaire d'un certain nombre de bâtiments. Donc on est parfois propriétaire, parfois on est locataire, parfois on est crédit-preneur, parfois on occupe du domaine public, puisque les casinos, c'est aussi comme ça que ça fonctionne, ou les plages. Donc beaucoup de droits immobiliers. On a du droit public, puisque les casinos sont exploités sous des délégations de services publics. On a énormément de droits des contrats, donc ça c'est omniprésent, tout le monde en fait, parce qu'on achète des choses, parce qu'on achète des services, parce que aussi on organise, par exemple un tournoi de poker, concrètement ça va se concrétiser par un contrat, parce qu'on se développe, contrat d'affaires avec des prestats, avec des apporteurs d'affaires, enfin voilà, il y a toutes ces choses-là vraiment qui sont très prégnantes. On s'intéresse de plus en plus aux droits de l'environnement. Forcément, c'est des questions qui émergent de plus en plus au niveau de la gouvernance, au niveau des économies d'énergie, etc. Donc ça, ce sont des choses qu'on surveille. La propriété intellectuelle également est présente. On a 2 marques très fortes dans le groupe Barrière, c'est la marque Barrière et la marque Fouquet's. Donc ça sont deux actifs qu'on protège bien, et donc le droit des marques chez nous, c'est quelque chose d'important et de très stratégique. Et puis, je pense avoir fait le tour. J'oublie certainement des choses. Ça fait déjà pas mal de choses. Et puis aussi, bien sûr, les assurances qui arrivent un petit peu comme cherry on the cake. Et du coup, comment vous faites-vous parce que vous ne pouvez pas être expert en tout, donc forcément vous allez chercher beaucoup d'infos. Absolument. Et puis, je pense que ça n'a aucun intérêt d'avoir une personne experte dans chaque domaine. Non, parce qu'elle peut s'ennuyer aussi, du coup il y a beaucoup de choses. Donc en fait on a aujourd'hui des domaines qu'on se répartit un petit peu entre nous 4.
ce qui ne nous empêche pas d'échanger sur les pratiques qu'on a. Mais donc voilà, on a quelqu'un aujourd'hui qui est plus axé, peut-être casino finalement, donc il y a droit public, immobilier, environnement, quelqu'un qui est peut-être plus axé hôtellerie, tout ce qui est prestations de services, les marques, quelqu'un qui est plus vraiment sur le corporate, les contrats d'achat, voilà, tout ce qui concerne en fait le siège, et puis moi qui m'occupe un peu plus des sujets transverses, la stratégie, et puis qui fait un peu la voiture balai. Voilà, et donc évidemment, oui, on a recours à de l'aide externe, donc la gestion des contentieux, j'en parle même pas, parce que de toute façon, on doit le faire et on ne le fait pas tout seul. Et puis, on va avoir besoin aussi d'appui sur des domaines d'expertise particuliers. Par exemple, aujourd'hui, Barrière développe un nouveau concept qui est le casino augmenté, qu'on vient de mettre en place là, pour commencer à Sainte-Maxime. Et ça pose des nouvelles questions juridiques, typiquement. Il y a des questions de protection de technologie, de développement de technologie qu'on ne se posait pas avant. Il y a des questions de monétique, à mettre en lien avec la réglementation des jeux qui est un petit peu spécifique. Donc là-dessus, on a besoin de conseils ponctuels, très précis, très experts. On a besoin aussi, du coup, par nos conseils, de savoir un peu ce qui se fait ailleurs et donc d'engranger leur savoir. Et puis, on a aussi, parce que Barrière est un groupe qui a une histoire très longue, on a aussi des avocats qui sont un peu historiques, donc voilà, notamment sur les aspects droit public, droit immobilier et même un peu sur les marques. Voilà, on a des gens avec qui on travaille depuis très longtemps dans une grande relation de confiance et auxquels on délègue finalement énormément de choses sur ces aspects. Donc finalement vous appelez pour beaucoup de spécialités, beaucoup de domaines bien particuliers. Vous appelez quel type de cabinet en général? Alors, ça va vraiment dépendre d'un tas de facteurs. Là, j'imagine que je vous fais la même réponse que tout le monde. Bien sûr. Mais déjà, ça va dépendre de qui est le client interne. Première chose, est-ce que c'est moi le client? C'est-à-dire, est-ce que on a sollicité la DJ et la DJ a besoin d'avoir un avis expert, ou est-ce que c'est finalement un directeur général qui a besoin, qui veut, ça arrive aussi, qui veut avoir un avocat? C'est pas le même profil. C'est pas le même profil. Si moi j'ai besoin d'un expert, j'ai pas forcément besoin de quelqu'un qui a une grande gueule, qui est là pour rouler des mécaniques auprès de la direction générale. J'ai besoin de quelqu'un qui connaît extrêmement bien son sujet et je me chargerai de faire l'interprète. Si on prend quelqu'un pour accompagner une négociation, pour mener des négociations à titre confidentiel, etc., qui accompagne un directeur général, là je vais avoir besoin peut-être d'un avocat un peu plus punchy, un peu plus dans l'oralité. Voilà, un peu plus réactif. Vous voyez ? Comment je fais pour les trouver? Il y a plusieurs facteurs. Ça marche essentiellement à la recommandation ou avec mes propres relations. Enfin voilà, donc ça marche beaucoup à la confiance. Après, en fonction des enjeux, parfois on a besoin d'apposer une marque. Parfois on a besoin de montrer à une partie adverse que on a mis les moyens, vous voyez. Et donc là-dessus, effectivement, de toute façon, on regarde toujours les classements. Alors les classements, donc il y a le Legal 500, il y a Chambers, Décideur, Leader, quelque chose dont j'ai oublié le nom, il y en a plein. Je sais qu'il y en a certains qui sont payés pour être recommandés, donc voilà, il y a peut-être qu'on... Attention quoi, mais... Exactement, donc voilà, ils vont peut-être aller sur des trucs un peu plus off que les classements habituels, mais c'est dans le cadre de grands, donc de plutôt de contentieux où il va y avoir un enjeu important, il va falloir donner un peu de fil à retordre et se dire exactement. Voilà, si on arrive. Voilà, ou besoin d'une très grosse forme de frappe ponctuellement, du coup on ne peut pas prendre quelqu'un qui est tout seul, il faut prendre quelqu'un qui a une grosse équipe derrière. Voilà. Mais pour des aspects très techniques, un avocat indépendant peut faire l'affaire. Absolument. Si sa spécialité c'est les casinos. Absolument. Dans la... Absolument. Alors il y a ça, alors effectivement ça c'est quelque chose qui est important. Quand la demande d'accompagnement arrive d'un métier, et pas uniquement de la direction juridique, le métier va demander à ce qu'il y ait une expertise sectorielle. Et donc il va aller chercher par exemple quelqu'un qui a une expérience sur l'hôtellerie. Et ça, comment il va savoir lui? C'est parce qu'il a participé à des salons professionnels. Voilà, donc comme quoi il ne faut pas juste grenouiller dans le milieu juridique, il faut aller surtout voir le secteur. Après, si c'est moi qui cherche une expertise, donc bien sûr ces gens-là c'est très très bien, mais je vais pouvoir aussi aller chercher ailleurs parce que je sens qu'il y a une expertise juridique pointue à un endroit. Mais donc oui, pour répondre à votre question, moi par exemple là aujourd'hui je travaille avec 3 indépendants. Voilà, sur des dossiers hyper pointus ou alors même sur des contentieux un peu mainstream où il n'y a pas forcément d'enjeu mais il faut régler le contentieux, bon hop, on délègue et oui, ça se passe très bien avec ces personnes-là. Ouais. Et comment ces personnes finalement restent? Qu'est-ce qui fait que
bon, ça s'est bien passé, mais lui, c'était le top. Et qu'est-ce qui fait que... Quels sont disons, les 3 points qui fait que la personne, l'avocat, ça devient le prestataire Alors, bon, déjà forcément le budget. Ouais. Le budget, c'est important. On est suivi de près et je pense que c'est d'autant plus le cas d'une direction juridique qui appartient à une direction financière quelque part. Voilà, c'est quelque chose à quoi on est très très attentif. Voilà, mais toute entreprise, je pense, est attentif à tous ses budgets et donc notamment à celui-là. Il n'y a pas de passe-droit particulier pour les prestataires avocats. Donc bien sûr le budget et donc bah oui, pratiquer un prix d'appel, pratiquer de temps en temps un prix d'amis, rendre un petit service, voilà, c'est des choses qui vont jouer et que nous en tant que directeur juridique non seulement on va apprécier mais qu'on va pouvoir aussi mettre en valeur auprès de notre hiérarchie pour tenir compte des budgets et de la qualité d'une prestation. Donc ça c'est très important, d'autant plus dans une entreprise qui délivre un métier de service où le geste commercial est important. Donc il y a ça, il y a effectivement la qualité du travail rendu. Est-ce qu'il a répondu aux attentes ? Alors naïvement, moi quand j'étais avocate, je pensais que les avocats étaient tous très bons. Et en fait, je me rends compte que non. Voilà, donc il m'est arrivé, même récemment, là, d'avoir des analyses qui étaient à côté de la plaque. Et là, on se dit, bah ok, bah là, déjà c'est un facteur d'élimination. C'est évident. On se dit, bon bah celui-là, c'est la dernière fois. Je ne pourrai plus. Donc là, l'erreur est sanctionnée très forte parce qu'il y a une concurrence très importante. Donc la qualité de la prestation, et la qualité de la prestation, c'est aussi avoir quelqu'un en face qui s'implique dans la relation, c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir savoir ce que je veux s'il ne m'écoute pas, s'il ne voit pas qui je suis, s'il ne voit pas à quoi ressemble mon équipe, s'il ne sait pas de quoi j'ai besoin. Et donc, on ne peut pas, dans ces cas-là, délivrer toujours la même prestation, une prestation standard. Vous ne pouvez pas toujours m'envoyer une note de 14 pages qui va coûter 8000 balles si je n'ai pas besoin de ça. Parfois, il faut être capable de m'envoyer un mail, parfois, il faut être capable de m'appeler, prendre des nouvelles, faire des déjeuners. Donc la qualité de la relation est primordiale. Donc qualité de la relation, qualité du livrable et budget. J'inclus aussi quelque chose de très important. Quand je parle de qualité de la relation, il y a 2 aspects qui sont très importants. Absence de conflit d'intérêts. Ouais. Fondamental pour une entreprise, vraiment. Une entreprise qui est sur un secteur concurrentiel ne peut pas supporter que potentiellement un avocat soit en train de frayer avec les autres, pour ça. Et la confidentialité. Et voilà, sur la confidentialité, je vais vous raconter une anecdote qui m'a beaucoup frappée. Quand j'étais côté avocat, normal, la confidentialité, c'était le principe, c'était la raison d'être de l'avocat, c'était le principe fondateur, le secret médical, la confidentialité de l'avocat, la confidentialité religieuse, bon bref, c'était vraiment le triptyque. Et nous, avocats, on avait ce secret professionnel qui était notre identité, c'est extrêmement important, etc. Côté entreprise, un jour, un patron m'a dit, mais de toute façon, c'est pas compliqué, si vous voulez qu'une information fuite, vous marquez dessus confidentiel, correspondance avocat-client. Et ça va fuiter. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise, quand elle veut qu'un truc soit confidentiel, elle va préférer avoir une note blanche qu'un truc avec marqué tamponné avocat-client. Donc, on comprend bien l'utilité de dire, finalement, ça permet de protéger le secret vis-à-vis des juges, vis-à-vis de l'instruction, etc. Mes documents ne sont pas saisissables, en tout cas pas en l'état, bon bref. Mais côté entreprise, ça peut paraître un peu désuet. Et bon voilà, du coup, c'est fondamental et c'est quelque chose peut-être qu'il faudrait travailler, peut-être même côté avocat, voilà, de se dire le but c'est pas forcément que ce soit marqué en gros, que c'est confidentiel, quoi. De pas trop mettre plein la vue, mais rester simple. C'est ça, parfois il vaut mieux rester simple et puis passer entre les... Exactement, essayer de passer entre les roues, puis moins on se fait voir et moins on attire l'attention, mieux c'est. Plutôt que de rouler des mécaniques. Et ça, voilà, je sais maintenant que les entreprises sont très méfiantes vis-à-vis de ça. Les gens savent que les avocats peuvent se parler et c'est quelque chose qui met très mal à l'aise. Et donc, voilà, sa confidentialité et donc cette relation de confiance est extrêmement importante et on est mieux avec des gens qu'on connaît bien. Donc, confidentialité, transparence avec la personne, la qualité de service. Ouais. Accessibilité en étant présent et absolument. Ne pas rouler les mécaniques. Exactement. On l'entend souvent. Voilà, ça dépend à qui on parle. Encore une fois, je pense qu'un directeur général qui n'est pas juriste sera très content d'être accompagné par un avocat qui c'est pas forcément qui se montre, mais pour un directeur juridique, c'est pas forcément l'objet. C'est pas là.
c'est pas forcément objectif. On a parlé dernièrement, alors je te citerai pas son nom, de legal design. Ouais. Je sais pas si j'aurai le faire, donc je préfère ne pas le dire. Les plus curieux trouveront sûrement. Mais de rendre accessible ce que vous récupérez, vous êtes, tu étais avocate auparavant. Pour autant, est-ce que tu considères que ça t'apporte beaucoup, le fait que ce qu'on vous rend est hyper simple, accessible, lisible pour tout le monde, ou du moins au mieux, ou tu considères que quand la direction juridique est au top niveau, il n'y a pas forcément besoin de passer par là, etc. Qu'est-ce que tu penses de ce mouvement qui est en train de se créer? Nous, on commence à regarder vraiment et prendre un œil vraiment dessus pour essayer de s'en imprégner. Et toi, qu'est-ce que tu en penses Alors, je pense que ça dépend, encore une fois, de qui est le client en interne. Si c'est une direction juridique, un juriste va très bien s'y retrouver dans des écrits en Times New Roman, écrits en 11, etc. Il va s'en sortir pourvu au moins que la rédaction soit assez concise et précise. Donc on peut s'en sortir. Je pense que de toute façon, quand c'est pas un juriste qui est en face, c'est juste impensable. C'est juste impensable. Pour moi, c'est du même ressort que si vous allez au restaurant, que vous commandez un plat de poisson, vous êtes assis à table et on vous balance un plat sur le bar. Qu'il faut aller chercher et en plus vous vous rendez compte que le poisson n'est pas dépioté quoi. Enfin voilà, c'est du même niveau de qualité. Impossible. Ensuite, en tant que juriste, on est toujours content nous d'avoir une analyse hyper précise, hyper détaillée dans des formes qu'on connaît, dans lesquelles on se retrouve. Mais le petit plus d'avoir le résumé sur la front page avec quelque chose de clair, concis, que moi je peux voir comme ça en une seconde, je vois ma solution et après je vais fouiller. Ça me semble important. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas se passer de la front page avec au moins une synthèse, à minima. Si en plus on a un schéma, si en plus on a quelque chose d'intelligible, de beau, c'est encore mieux, mais on ne peut pas s'en... Voilà. D'avoir l'essentiel. L'essentiel au début, qu'on trouve l'info tout de suite. Très important. Top. Je pense qu'on a fait le tour pas mal de ce que vous faites actuellement. Ouais. J'ai envie de revenir un peu sur le passage entre l'avocat et le côté juridique, et notamment pour donner aux avocats qui réfléchissent, et aussi aux directeurs juridiques qui réfléchissent à revenir sur... Est-ce que tu aurais des conseils à donner, toi, toi qui as suivi cette voie, à des avocats qui voudraient faire la même chose? Qu'est-ce que ça t'a apporté? On l'a un petit peu compris, mais... Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté et donc pourquoi je l'ai fait? Donc ça m'a apporté ce que j'espérais, c'est pour ça que j'y suis encore. De travailler pour quelque chose qui est plus grand que moi. C'est-à-dire que le projet final, c'est pas l'aboutissement d'une note juridique ou de gagner un contentieux. Le projet final, c'est l'objet de l'entreprise, c'est qu'est-ce qu'elle fait, comment elle s'améliore, et donc de participer à ce travail d'équipe. C'est ce que je voulais et c'est ce que j'ai eu. Donc ça, pour le coup, en entreprise, c'est très bien. Donc il faut avoir envie de participer à quelque chose de plus grand que soi. Il faut être conscient qu'on n'est plus le cœur de métier. C'est-à-dire que quand on bosse en cabinet d'avocat et encore plus dans une grosse structure, tout est fait pour que vous, finalement, qui êtes le producteur, vous arriviez à produire. Quand vous êtes en entreprise, vous n'êtes pas du tout, et vous êtes même pas loin de la dernière roue du carrosse à beaucoup d'égards, parce que vous êtes un centre de coûts. Vous n'apportez rien. Au mieux, vous évitez des risques mais vous aurez quantifié, et puis on va vous dire mais là, forcément, tu as mis le risque à temps, donc forcément, tu nous dis que tu nous as fait gagner tant. Toujours très paradoxal. Donc il faut être prêt aussi à ça, à se dire je vais plus être le centre de l'activité, je vais travailler vraiment en permanence pour d'autres gens plus grands que moi dans l'entreprise. Ma voix va moins compter et les solutions que je vais prodiguer ne seront plus de l'ordre de la perfection, parce que c'est la vie. Et donc moi en tant qu'avocat, je vais délivrer une analyse qui sera d'une perfection redoutable, un raisonnement parfait, les risques sont quantifiés, etc. Et puis après, débrouillez-vous. Non, quand tu es en entreprise, en fait, c'est toi qui vas dire voilà ce qu'il faut faire. J'ai pesé le risque, c'est pas parfait, mais voilà où il faut aller. Et donc il faut être prêt à lâcher ça, mais en se disant derrière le bénéfice il va être énorme parce qu'en fait je travaille pour autre chose que moi et je permets à la boîte d'avancer. Et ça, c'est une énorme satisfaction. Donc voilà pourquoi je l'ai fait, voilà la satisfaction que moi j'y trouve tous les jours et qui donne énormément de sens à mon travail. Ce que je recommanderais, c'est de le faire, tout simplement. Ceux qui hésitent, ça vaut le coup,
De toute façon, ceux qui hésitent seront toujours libres, encore une fois, de retourner au barreau moyennant le paiement d'une petite taxe, je crois, à l'entrée. Mais bon, tout le monde est toujours libre. Oui, c'est ça. Tout le monde est toujours libre de revenir. J'imagine, alors je n'ai jamais travaillé encore avec des avocats qui ont été en entreprise, mais j'imagine que ils ont du coup une façon d'aborder leurs clients qui est tout à fait différente et très intéressante. Ça doit pas être monnaie courante quand même, hein, ce type de mouvement, pour les raisons qu'on s'est dites, hein, qui sont qu'arriver à un certain âge sans clientèle, il faut voir le cabinet qui va vouloir nous recruter, ou il faut oser se lancer tout seul dans un domaine peut-être très pointu. Mais donc moi je recommanderais de le faire sans réserve, et puis on n'est pas à l'abri du fait qu'un jour le statut d'avocat en entreprise se développe, et alors là ce serait vraiment quelque chose de génial qui nous permettrait d'allier tous les beaux côtés de la profession de mon point de vue. Est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes avocats? Aux jeunes avocats qui voudraient faire, ou aux jeunes directeurs juridiques sur, pour toi, comment bien faire ton métier, qu'est-ce qui te permet d'être le plus performant? Alors, aux avocats ou aux juristes? Aux juristes. Aux juristes? Je parle de général, quelqu'un qui viendrait bosser au groupe Barrière, par exemple. Quelqu'un qui viendrait bosser au groupe Barrière, d'abord... Qu'est-ce que vous recherchez comme type de... Alors, toujours des gens débrouillards. Débrouillards. C'est-à-dire, si t'as pas l'info, tu vas la chercher. T'attends pas qu'on te la donne, t'attends pas que ça tombe tout cuit dans le bec, et ça, j'en ai vu un paquet de juristes comme ça qui disent « Ah moi, j'ai pas l'info. » C'est toi qui as l'info. Ah c'est ça. Non mais moi, j'ai pas l'info, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Enfin, va la chercher. Donc c'est ça, quelqu'un qui soit débrouillard, ça je pense que c'est le critère premier. Quelqu'un qui ait le sens du service, je pense que dans toutes les directions juridiques, c'est hyper important, et encore plus, encore une fois, quand on est dans une entreprise où les collaborateurs ont le sens du service chevillé au corps, parce qu'on est dans quelque chose de très qualitatif. Fondamental, débrouillardise, sens du service, une façon de s'exprimer importante. C'est très difficile de repasser derrière les gens pour reprendre des choses de forme. Et c'est très pénible. Et je pense que personne n'a y gagné à faire ça. Et donc, intégrons tout de suite le problème de la forme. Arrêtons de dire que c'est un non-sujet, que tout ce qui compte, c'est le fond. C'est pas vrai. C'est complètement faux. Si la forme est mauvaise, on ne sera pas lu. Donc, ça sert à rien. Et puis de la curiosité. Toujours de la curiosité. Parce que c'est comme ça qu'on continue d'avoir envie, en fait. Et dans toute entreprise, je pense qu'il faut un certain temps avant d'avoir fait le tour, tellement c'est complexe, tellement on peut avoir de choses à apporter. Donc voilà, débrouillardise, qualité de la forme. Et comment c'est de bosser au groupe Barrière en termes d'ambiance, comment le... Ah franchement c'est exceptionnel. Les team building doivent être sympas. Alors malheureusement j'ai pas eu la chance d'en faire beaucoup encore parce que on est encore pas très loin du Covid, hein, donc il y a des habitudes qui ont été rompues à un moment et qui n'ont pas forcément toutes reprises. Et puis quand on double ça de considération RSE, de se dire est-ce que ça vaut bien le coup de faire déplacer tout le monde à un endroit de ça. Donc il y a des choses on sent que c'est encore en réflexion, et je pense que c'est le cas dans beaucoup d'entreprises. En tout cas quand j'ai quitté RTE, je sais que c'était aussi des choses qui n'avaient pas repris comme avant. Mais oui, les quelques team building qu'on a pu faire étaient effectivement très sympathiques. C'est une entreprise dans laquelle on aime vivre, en fait. Voilà, on aime se faire plaisir, on aime faire plaisir, et oui, c'est extrêmement agréable, extrêmement agréable. Et donc le siège social, c'est un siège social qui est tout neuf, qui doit avoir un an, qui a été inauguré, je crois, pendant le Covid, pas longtemps avant que j'arrive. Qui est très très bien pensé, qui est très bien décoré. C'est des grands plateaux dans un petit hôtel particulier, une petite maison. Tout le monde se retrouve en bas pour déjeuner le midi, prendre le café, quel que soit le niveau hiérarchique. Et donc en fait, je trouve que c'est un environnement qui est très stimulant. On se croise, ça va vite, ça va très vite. L'information circule vite, les réponses sont attendues vite, tout ça va vite. On est vraiment dans la vie des affaires. Extrêmement agile. 100 ans d'existence. Exactement. Et ça, c'est à souligner, ouais. C'était la petite parenthèse marque employeur. Exactement. Tu nous diras si tu as reçu des candidatures. Oui, je te dirai. Parfait, je pense qu'on a fait le tour. Merci Claire pour ta transparence. Je t'en prie, avec grand plaisir. J'espère que ça aura intéressé tout le monde, et puis je te souhaite plein de réussite pour cette année. Merci Louis, plein de réussite à vous aussi. Merci beaucoup.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.